Bienvenue à toutes et à tous pour ce 6e webinaire du CAREP. Nous avons aujourd'hui le plaisir de nous entretenir avec Salam Kawakibi, le directeur du CAREP. Comme d'habitude, notre webinaire est évidemment interactif. Pour nos spectateurs sur Zoom, vous pouvez évidemment nous poser vos questions dans l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. Et pour celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, vous avez également la possibilité de poser vos questions qui nous seront ensuite transmises. Nous essayerons, dans la mesure du possible, de répondre évidemment à toutes vos questions, mais encore une fois, dans la mesure du possible. Salam Kawakibi, eh bien, je pense qu'on ne l'introduit plus. Salam, il nous parlera aujourd'hui de la Syrie, un pays qu'il connaît bien, dans lequel il est né et dans lequel il a passé une grande partie de sa carrière de politologue en tant que directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Alep. Le sujet qu'il va développer aujourd'hui porte sur la loi César, cette loi que le gouvernement américain a promulguée le 17 juin dernier. Cette loi se veut au cœur des efforts de l'opposition anti-Assad pour rendre justice aux victimes des crimes de guerre commis tout au long du conflit en Syrie qui dure maintenant depuis déjà 9 ans, alors que les débats continuent dans la communauté politique pour comprendre le timing de la promulgation de cette loi qui intervient, il faut le rappeler, à seulement 5 mois de l'élection présidentielle américaine. On peut se demander si cette loi César bénéficie réellement à la population syrienne ou si elle n'est pas plutôt un cadeau empoisonné. Salam Kawakibi, qu'en pensez-vous? Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Isabelle. Il est important d'être un peu balancé équilibré plutôt quand on va évoquer cette loi qui pour certains semble être la solution et pour d'autres semble être un vrai poison qui va avoir ses impacts négatifs uniquement sur la population civile. Cette loi bien entendu, il faut avoir rapidement une idée sur l'origine de cette loi, pourquoi cette loi a été promulguée et qui a travaillé, qui a œuvré pour la promulgation de cette loi. Bien entendu, cette loi, elle émane de l'administration américaine, mais en réalité, elle a été travaillée, ou plutôt, oui, travaillée surtout par la diaspora syrienne aux États-Unis, qui a fait du vrai lobbying dans le sens exact du terme auprès de différents groupes politiques, que ce soit des démocrates ou des républicains, depuis le début de l'affaire César, pour pouvoir influencer la décision politique de l'administration américaine à l'égard de la Syrie. Cela peut nous donner un aperçu ou une vision très positive du travail de la diaspora syrienne aux États-Unis, contrairement à la diaspora syrienne ailleurs, et notamment en Europe occidentale, et notamment en France, qui n'a pas réussi à avancer sur aucun des sujets concernant la population syrienne civile. Est-ce qu'elle subit comme tuerie et comme destruction massive depuis la transformation de la révolte populaire pacifique en confrontation militaire suite à l'usage massif des armes et des bombardements de la part du régime syrien? En revanche, cette loi, si on regarde de près ce qu'elle stipule, d'abord, c'est une loi qui est très liée à la volonté du président américain. Et quand on dit président américain, on parle de Donald Trump, on parle d'une administration connue, notamment avec Trump, par ses décisions peu réfléchies, si on veut rester dans le langage diplomatique. Aussi, c'est d'après ce qui a été déclaré par les représentants de cette administration, notamment M. Jeffrey, le représentant spécial pour la Syrie,
que cette loi ne cherche pas du tout à pousser Assad au départ ou à demander aux Russes de quitter la Syrie, mais elle cherche à obliger les autorités syriennes à changer de politique, à réformer sa politique intérieure, à libérer des prisonniers, à arrêter les assassinats massifs. Mais cela semble un petit peu aussi presque anecdotique quand on sait la nature du système totalitaire en Syrie, quand on lui demande de faire des démarches ou entamer un processus de changement politique et d'appeler à des élections transparentes, contrôlées par des instances internationales, c'est vraiment ou bien peu connaître la Syrie et son histoire contemporaine, ou bien vouloir occuper l'opinion américaine et aussi l'opinion syrienne qui est maintenant divisée d'une manière très polarisée entre les pour et les contre. Donc, cette loi qui est liée à une cause tout à fait juste, la cause qui a été soulevée par César, le pseudonyme d'un photographe de l'armée syrienne qui a fui son travail, son poste pour dévoiler ces clichés de à peu près 11 000 cadavres qui ont été photographiés et archivés dans des hangars presque à l'état nu. Ça nous renvoie presque au Holocauste, aux images du Holocauste. Ces images, ils ont été suffisamment exploitées du côté syrien, c'est-à-dire les Syriens, ils ont montré ces images au Parlement européen, au Sénat français. Bien entendu, à l'époque, il y a 5-6 ans, les gens venaient regarder les images, pleuraient un peu et allaient prendre leur petit café ou leur petit verre dans la brasserie à côté. Ça n'a changé rien sur l'attitude politique des décideurs, notamment en Europe. Au sein du Parlement européen, il y a eu des réactions, des députés qui ont eu des crises de pleurs. Il y a eu des dépressions au sein de certaines personnalités, mais aussi c'est resté une lettre morte. Bien entendu, César lui-même, il a été tellement déçu qu'il a commencé à réfléchir, vraiment réfléchir à se débarrasser de sa vie, vu qu'il a tout fait pour dénoncer une industrie de torture qui a donné lieu à des milliers, voire des centaines de milliers de victimes, entre morts et handicapés à vie, et que la réaction se contente d'émettre quelques sentiments de solidarité et que de discours. Là, quand on arrive à une loi qui décrète des sanctions sévères, plus sévères que d'habitude, à l'égard du pouvoir syrien, pour certains, c'est une victoire. Mais en même temps, il faut savoir que l'administration américaine prépare des élections présidentielles au mois de novembre prochain. Moi, personnellement, je souhaite pour le peuple américain que Donald Trump quitte le pouvoir. Mais c'est son choix, c'est la démocratie qui va décider. Mais si M. Trump quitte le pouvoir, ça va être les démocrates avec Joe Biden. Les démocrates, ce sont des gens beaucoup plus proches des causes humaines, mais aussi anti-politique de sanctions à l'aveuglette, comme l'utilise Trump. Chaque fois, il est fâché avec qui que ce soit, quiconque, quel État que ce soit. Maintenant, aussi, l'administration de Joe Biden va être formée par des gens qui sont, que j'appelle moi, les pavloviens chomskistes américains. Ceux qui croient qu'il faut renouer avec l'Iran, peut-être à juste titre. Je ne veux pas maintenant développer le volet iranien. Ceux qui croient qu'il faut
remettre l'accord nucléaire avec l'Iran, le réutiliser et revenir à l'accord. Ceux qui croient qu'il faut négocier avec le régime syrien pour peut-être développer un petit peu positivement quelques attitudes que certains trouvent très brutaux et plutôt qui restent au pouvoir, voir que ces peuples, les peuples du Sud, et ça c'est une théorie qui se développe même en Europe et surtout en Europe, que ces peuples du Sud ne méritent pas la démocratie. Ces peuples du Sud, ils ont besoin d'un despote juste ou despote éclairé ou despote ce qu'on veut. Et voilà pourquoi pousser les choses à l'extrême. On a vu qu'au bout de 9 ans, le peuple syrien, il n'a pas réussi à se débarrasser de cette tyrannie, donc il faut faire avec. Cette attitude que j'appelle l'école Hubert-Védrine dans la diplomatie internationale, qui déteste tout ce qui est en relation avec les droits de l'homme et les libertés et la vraie démocratie pour les peuples qui ne le méritent pas dans leur point de vue, commence à dominer. Et on la voit très bien présente aussi en France, dans le discours presque officiel. Mais l'audace ou le courage d'entamer des changements radicaux au sein de cette politique vont être un peu refroidis. Et c'est là aussi, je reviens au côté positif, la loi César va obliger des pays qui pensaient renouer avec le régime syrien à réfléchir 2 ou 3 fois avant de le faire. Elle touche notamment le secteur de la reconstruction. Le régime syrien ne cherche pas du tout à reconstruire la Syrie parce que peut-être à rebâtir quelques secteurs qui lui rapportent encore des gains financiers, mais la reconstruction, c'est un terme beaucoup plus large qui touche aussi la reconstruction de la société, la reconstruction de l'unité nationale, la reconstruction de la citoyenneté. Et cela, c'est le dernier des soucis d'un régime qui a appliqué en Syrie une règle coloniale par excellence et qu'il a réussi à le faire, diviser pour mieux régner, et il est en train de le faire depuis 1970 au moins. Merci beaucoup, Salam, pour cette introduction. J'aimerais revenir maintenant peut-être sur la question du timing, du moment choisi pour faire passer cette loi. Est-ce que ce moment-là montre que la position des États-Unis sur le dossier syrien est aujourd'hui peut-être plus motivée par la politique des grandes puissances dans la région? Et si oui, est-ce que la protection des civils syriens que cette loi prétend pourtant défendre n'est pas au fond la priorité des Américains? Je lisais tout à l'heure un texte d'un chercheur que j'estime beaucoup, qui aime beaucoup la Syrie, un chercheur américain, qui considère que ceux qui critiquent la loi, ils ne veulent pas l'intérêt du peuple syrien. Ça aussi, c'est une polarisation dans les positions. On peut critiquer la loi tout en disant qu'elle peut amener aussi des choses positives. C'est tout à fait plausible. Par contre, penser que les États-Unis maintenant, après toutes ces années d'indifférence, de silence, de complicité objective avec les assassins, tous les assassins sur la scène syrienne, se réveillent parce que M. Trump a regardé sur son écran quelques clichés de photos prises par César, je crois que personne, et surtout les gens de l'administration américaine, ne vont pas le croire. Maintenant, cette loi va aider l'administration américaine peut-être à entamer des négociations, pas avec le régime syrien, mais avec ses bailleurs de fonds ou avec ceux qui décident à sa place. La souveraineté n'existe plus en Syrie. La Syrie est sous occupation russo-iranienne, turco. En Syrie, il y a 9 armées différentes. Alors, parler de souveraineté dans ce pays, c'est un petit peu utopique ou exagéré ou même drôle. Donc, M. Trump
c'est un lapsus, mais qui montre aussi que la politique américaine à l'égard de la Syrie, contrairement à ce qu'y croient beaucoup de gens, n'a pas changé entre l'administration Obama et l'administration Trump, à part dans les discours et dans les déclarations musclées. Maintenant que la décision de M. Trump de sanctionner 39 entités et noms en Syrie va changer l'image de l'indifférence le silence des États-Unis depuis ces années. Je crois qu'il faut être vraiment très attentif à ne pas tomber dans ce piège. Aussi, les négociations avec la Russie sont très importantes et c'est par le biais de cette loi, parce que la loi, elle touche aussi des entités hors de la Syrie. Elle touche ceux qui veulent investir en Syrie dans la reconstruction. Elle touche les pays arabes qui ont renoué avec le régime depuis quelques mois, notamment les Émirats arabes unis. Elle touche aussi l'Iran, qui sait très bien qu'est-ce que ça veut dire les sanctions et qui sait très bien comment contourner les sanctions. Elle touche aussi la Russie, qui montre depuis la promulgation de la loi une indifférence scolaire vraiment extraordinaire par rapport à cette loi, en disant que ça ne va pas changer notre engagement et ça ne va pas changer du tout nos mêmes investissements. Ils ont déjà signé plusieurs contrats avec le régime syrien pour le contrôle du transport maritime, pour le contrôle du phosphate syrien, pour le contrôle du pétrole. Ces lois qui sont censées aussi sanctionner tous les investisseurs, toutes les sociétés qui travaillent en Syrie. Bon, les Russes, ils savent comment faire. Les sociétés écrans, c'est leur spécialité. Ils ont déjà créé plusieurs sociétés écrans. Ils participent à des guerres avec des soldats sous bannière de sociétés privées. Là, ils sont en Libye avec des milliers de mercenaires. Et en Syrie aussi, ils ont perdu centaines de mercenaires. Et ils ont dit, ça ne regarde pas, c'est du privé, parce que c'est vraiment un système très néolibéral en Russie, comme on le sait très bien. Alors la Russie va négocier avec les États-Unis sous pression de cette loi, ou c'est ce qu'elle croit les États-Unis, qu'elle va pousser la Russie à négocier une transition, mais quelle transition, personne ne le dit. Et au contraire même, M. Jeffrey, il a dit, on ne veut pas du tout que Assad quitte le pouvoir, ce n'est pas notre objectif. Et ça a été dit noir sur blanc. Alors pour ceux et celles qui croient que cette loi va changer la donne radicalement, ils se trompent peut-être, mais aussi pour ceux et celles qui croient que cette loi ne changera rien du tout, aussi ils se trompent peut-être. Merci beaucoup, Salam. On a beaucoup parlé de la position des Américains, pardon. Qu'en est-il de l'Union européenne? Est-ce que l'annonce du Caesar Act, donc de la loi César, a provoqué des réactions au sein des institutions européennes? Et peut-être aussi une question qui suit là, est-ce qu'on peut s'attendre à des projets similaires de la part des institutions européennes ou pas du tout? J'allais te dire, quand tu m'as dit, quand tu dit de l'Union européenne, que tu parles de quoi? Je n'ai pas bien compris. Non, l'Union européenne, oui, c'est ce qui se trouve à Bruxelles, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. L'Union européenne, sur le niveau international, les relations internationales, je pense qu'il n'existe que peu, et notamment par rapport à la Syrie. Il faut savoir que l'Union européenne a commencé la politique des sanctions bien avant les Américains. Ils ont commencé dès la première année de la répression massive en Syrie. Ils ont sanctionné d'une manière beaucoup plus sélective et beaucoup plus ciblée. Et je crois que si ça a été appliqué, si ces sanctions avaient la chance d'être appliquées, elles auraient pu être beaucoup plus efficaces que la loi César. Mais elles n'ont jamais été appliquées ou elles ont été appliquées partiellement parce que, comme je viens de le dire, l'Union européenne n'est pas une union.
Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a l'Angleterre, et il y a surtout les pays de l'Est et les pays de l'Europe centrale, qui ont gardé des relations privilégiées avec le régime de Damas, qui ont continué à investir et à aussi servir de plaque tournante de blanchiment d'argent du régime pour pénétrer en Europe. L'Union européenne, ces sanctions qui ont été, à cette occasion, je souligne qu'il y a 3 semaines, les sanctions ont été renouvelées par l'Union européenne. Et ces sanctions, elles ont touché surtout d'une manière efficace. Bien sûr, ce n'était pas leur cible principale, mais toute la société civile syrienne qui ne pouvait plus transférer de l'argent dès qu'elle portait le nom de la Syrie dans son intitulé. Et aucun fonctionnaire des cols blanches, comme on les appelle, de Bruxelles, ne s'est soucié de trouver une solution pour cette société civile qui a été pénalisée sous prétexte qu'on sanctionne le régime syrien. Alors, on a sanctionné sur le chemin aussi la société civile qui n'a pas des moyens de faire une société civile écran, qui n'a pas les moyens de passer par des sociétés dans les îles Vierges, qui n'a pas les moyens de passer par les pays de l'Europe centrale et les pays de l'Europe de l'Est, qui n'a pas les moyens de passer par Dubaï pour faire réinjecter l'argent dans les poches du régime de Damas. Donc, en fin de compte, les sanctions, à part en Afrique du Sud, d'après mon expérience peut-être modeste, dans la lecture de l'histoire contemporaine, il n'y a aucune sanction économique qui a changé la donne politique. Et pourquoi l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, c'était une exception? Parce qu'il y avait une classe moyenne forte dans ce pays et il n'y avait pas une homogénéité au sein du pouvoir politique. Alors, il y avait une possibilité de faire des fissures au sein du pouvoir politique pour pousser certains à négocier avec le parti du Congrès africain et finir avec l'apartheid. Donc, les sanctions dans l'histoire contemporaine n'ont servi à changer un système politique totalitaire, arbitraire, raciste, colonisateur, tout ce que vous voulez, à l'exception de l'Afrique du Sud, et je viens d'expliquer pourquoi. La population civile, ceux qui défendent la loi, quand on parle de la population civile, ils disent « mais la population civile, elle souffre déjà », ce qui est vrai. La population civile, maintenant, elle vit, il y a plus que 80% de la population syrienne qui vivent sous le seuil de la pauvreté. La situation humaine en Syrie est catastrophique. Avec la pandémie du Covid-19, maintenant, malgré la propagande et les mensonges officiels qui stipulent qu'il y a très peu de cas et qu'il y a surtout très peu de décès, mais d'après les informations des médecins et du secteur de santé, la situation est catastrophique. Vous savez que le ministre de la Santé en Syrie, quand les journalistes lui ont posé la question sur la pandémie, il a dit « Tant que l'armée nationale syrienne a réussi à combattre le virus du terrorisme, l'armée nationale syrienne réussira à combattre le virus de Covid-19. » C'est la logique. Donc, c'est un... Et aussi, je crois que le régime, il a l'expérience. Ça fait 50 ans qu'il est entre guillemets sous sanctions, diverses sanctions, que ce soit des Américains, que ce soit des Européens. Ça fait 50 ans qu'il vit tranquille et qui développe sa fortune personnelle. Ça fait 50 ans qu'il contourne ces sanctions et on trouve ces apparatchiks amenés dans un vol jet privé italien dans une base militaire à côté de Rome pour négocier avec les officiels italiens. Il y a quelques années à peine, Ali Mamlouk, qui est sanctionné par l'Union européenne. C'est là où je peux vous dire c'est quoi l'Union européenne. Le nom de ce monsieur figure sur les premiers noms dans la liste des personnalités sanctionnées.
et le voilà prendre un jet privé ou un jet militaire de l'armée italienne, atterrir à Rome, soi-disant pour négocier les questions du terrorisme. Rien n'empêche les Européens, et comme moi, je ne suis pas voyeur ni divin, mais je crois que les négociations sécuritaires n'ont jamais cessé entre les différents services européens et syriens, sous toujours prétexte de combattre le terrorisme, à savoir que les services européens savent très bien qui développe le terrorisme et pourquoi ce terrorisme se développe. Mais vu la tendance maintenant contre-révolutionnaire qui amène la France à soutenir un putschiste dans la personne du général Haftar ou un putschiste dans la personne du général Sisi, rien ne les empêche de soutenir un non-putschiste parce qu'il est fils d'un putschiste. Il a hérité le pouvoir de son père qui a fait le putsch en 1970, Bachar al-Assad, sous prétexte aussi de combattre le terrorisme et stabiliser la région, toujours en regardant de près, avec le plus grand intérêt, la stabilité et la sécurité de l'État d'Israël qui importe sur tous les autres dossiers et notamment sur le dossier des centaines de morts des Syriens et des millions de réfugiés syriens éparpillés dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup, Salam. On a brossé un peu le tableau des réactions internationales suite à cette loi César. On va se tourner maintenant vers la scène nationale et regarder un peu de plus près qu'est-ce que cette loi fait à la Syrie, quelles sont les conséquences de cette loi pour la Syrie. Donc très clairement, ainsi est-il stipulé aussi dans cette loi, dans le texte de cette loi, elle vise clairement à assécher économiquement le régime syrien. Mais est-ce qu'elle peut aussi avoir des effets néfastes pour la population syrienne qui, elle est déjà très touchée par l'inflation. Les gens, vous l'avez dit, les gens ne peuvent plus acheter des denrées alimentaires. Dès mai 2019, le programme alimentaire mondial avait déjà annoncé une hausse des prix de 133%. Les transferts d'argent de la diaspora via les hawala ne sont plus possibles puisque le régime a également fermé ses bureaux de change. Face à ces évolutions, beaucoup de personnes craignent aujourd'hui que la loi César atteigne exactement le contraire de ses objectifs déclarés. Comment voyez-vous cela, Salam ? C'est bien que tu as souligné que ce sont des objectifs déclarés parce que il se peut qu'il y a des objectifs non déclarés qui aideront plutôt ceux qui ont promulgué les lois et pas ceux qui ont travaillé pour la loi, qui sont des gens qui ont cru faire du bien pour l'intérêt du peuple syrien, bien entendu. Mais ceux qui l'ont décrété, l'administration américaine notamment, peut-être ils ont d'autres objectifs qu'on va dévoiler au fur et à mesure du développement des événements. En tout cas, le régime syrien, depuis toujours, il a réussi à contourner toutes les sanctions qui ont été imposées. Aussi maintenant, il a l'Iran, qui est un champion du monde dans comment gérer les sanctions et s'enrichir grâce aux sanctions. S'enrichir pas comme un État, s'enrichir pas comme une économie nationale, s'enrichir comme un pouvoir. Quand on parlait de la solution trouvée pour la question nucléaire en Iran, il y avait beaucoup de réticences au sein du pouvoir iranien, et notamment au sein de Haras al-Saouri, les Pasdaran, parce que ceux-là, ils ont développé une économie informelle, une économie de marché noir qui leur a apporté des milliards. Et ça a aussi développé des réseaux régionaux et internationaux qui sont enrichis grâce aux sanctions imposées à l'Iran. Alors l'Iran, il maîtrise les deux solutions au moins. La solution, comment s'enrichir en tant que pouvoir grâce aux sanctions, et comment répercuter, alors ça fait 3, comment répercuter les impacts néfastes de ces sanctions sur la population civile
tout en disant que allez voir avec ceux qui les ont imposés. Nous ne sommes pour rien. Et troisième méthode, c'est comment pouvoir les contourner et faire avec, comme il l'a dit récemment Hassan Nasrallah, le chef du parti du Dieu libanais, on va se tourner vers la Chine, on va se tourner vers l'Inde. Même si ces sanctions de la loi César menacent aussi bien la Chine que l'Inde ou d'autres pays, même la Russie, de toute collaboration économique et investissement économique en Syrie, mais ils sont capables, ces régimes-là, à trouver une solution quelconque et aussi à ne pas du tout prendre en considération ces sanctions. Poutine, il a envahi la Crimée, il a annexé la Crimée, il a été sanctionné et ça a changé quoi dans son attitude? Rien. Au contraire, il l'a renforcé dans sa volonté d'hégémonie régionale et internationale, de sa volonté de faire usage de la force, ce qui était quelque chose, ce qui était depuis la guerre des soviétiques en Afghanistan, une chose très, très peu utilisée par la Russie. Et malgré toutes les sanctions que les Européens lui ont imposées, que les Américains lui ont imposées, il continue à faire ce qu'il a à faire, ou ce qu'il croit qu'il a à faire. Alors, je crains, et malheureusement, que l'impact négatif va être uniquement sur la population civile et que le régime va trouver une solution d'échapper à cela. Sauf, à seule condition, que cette situation économique insupportable, explosive, catastrophique, fait bouger les choses au sein même de ceux qui croient encore à ce régime. Au sein même, je ne dirais pas certaines communautés ou certaines... Non, au sein d'un complexe qui est composé de mélanges de communautaires, mélanges ethniques, mélanges religieux, qui vont dire, en fin de compte, même si on croit en toi, tu as failli à ta mission, alors s'il te plaît, cède ta place pour quelqu'un d'autre. Parce que ni les Américains, ni les Européens ne veulent un changement radical en Syrie. Depuis qu'ils ont commencé à avoir peur avec leur islamophobie très développée par certains sociologues, par certains chercheurs à la va-vite, que toutes ces révolutions, c'est l'islam politique qui va dominer la scène. Il vaut mieux rester avec les putschistes qu'on connaît mieux que les barbus qu'on ne connaît pas. Alors, ces Européens et ces Américains, ils veulent seulement que ces tyrans, que ces despotes mettent un peu de l'eau dans leur vin ou un peu de l'eau dans leur jus d'orange, s'ils ne boivent pas du vin, pour essayer de faire quelques changements cosmétiques, moderniser un peu les prisons, plutôt ne pas tuer les gens avec la chaise allemande, mais plutôt les tuer avec des charges électriques à l'américaine. Vous voyez la modernité que cherche l'Occident des fois, elle se limite à des exigences de cette catégorie. Merci beaucoup, Salam. Il me semble que la Syrie est aussi en train de se préparer à des élections législatives prévues pour le mois de juillet. De même, la commission constitutionnelle devait aussi se réunir, me semble-t-il, bientôt. Quelles sont les conséquences de la loi César sur ces événements à venir en Syrie? Vous savez, maintenant, le régime et sa propagande pourront tout attribuer à la loi César. C'est-à-dire, si demain, la pandémie tue encore plus du monde et ils seront obligés à déclarer les chiffres, ils vont dire, suite à la loi César, le corona a pris son aise et il a touché des milliers de personnes. Et ils peuvent dire qu'aussi, parce qu'il y a les incendies qui dévastent les champs de blé dans le sud comme dans le nord de la Syrie, que c'est la loi César qui a empêché les pompiers de s'approvisionner de produits anti-incendie, etc., etc.
Ça va être et ils l'ont commencé déjà, mais ça va être un peu, même si on ne peut pas rire beaucoup avec ça, mais ça va être la comédie qu'on va suivre dans les médias syriens dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. J'ai démarré sur une réponse, mais ta question, c'était pas. Tu peux me rappeler? C'était plutôt sur, les élections législatives prévues pour le mois de Oui. juillet. Alors, juste tellement c'est pas d'important que j'ai déjà oublié après quelques secondes de ta question. Parce que quand on sait comment les élections se font, sont orchestrées en Syrie, je peux te dire que l'Assemblée nationale, le Parlement syrien, si j'ose dire, qui a voté le changement de l'amendement de la Constitution en 5 minutes pour changer l'âge du président de la République, la limite d'âge de 40 ans à 34 ans, pour que ça corresponde à Bachar al-Assad quand qu'il devait arriver héritier le pouvoir. Et ce Parlement qui applaudit avant même d'entendre l'essoufflement du président quand il prend la parole, ce Parlement où il y a des chefs des bandes organisées, de la criminalité organisée, des chefs de bandes de trafic de drogue, de criminels de guerre qui siègent au sein de ce Parlement. Ce Parlement où l'autre jour, il y a même un député qui n'arrivait même pas à composer une phrase complète en langue arabe qui a dit il y a quelques morts qui sont venus me voir à mon bureau. Il parlait des morts qui sont venus le voir à son bureau pour se plaindre. Et il ne savait même pas qu'est-ce que ça veut dire le mot shahid, les martyrs. Il a dit, il y a des shuhada qui sont venus dans mon bureau pour se plaindre parce qu'ils ne touchent pas leur indemnité. Voilà. C'est ça le Parlement. Alors, parler des élections du Parlement syrien, ça fait de la peine, mais c'est aucun intérêt. Par contre, la deuxième chose, tu parlais du Parlement. La commission La constitutionnelle. commission constitutionnelle aussi peu importante que le Parlement syrien. Même si j'ai des amis que j'aime beaucoup, je respecte, qui siègent au sein de cette commission. Cette commission, c'était un trouvaille des Nations Unies et aussi appuyée par la communauté internationale pour dire qu'on fait quelque chose pour résoudre le problème syrien. Le problème en Syrie, ce n'est pas la constitution. La constitution syrienne, même la pire des constitutions qui a été promulguée en 1973 et la dernière qui a été décrétée en 2013, elles ne sont pas mauvaises, les constitutions. Mais la constitution syrienne, depuis 1963, n'a pas été appliquée. La Syrie, la constitution, c'est des papiers qu'un agent des services de renseignement peut essuyer ses chaussures avec. Toute la Constitution, l'Assemblée parlementaire, le cabinet ministériel, un petit officier de la sécurité peut la mettre dans la poubelle de son petit bureau. Alors, occuper les gens, et notamment des gens éminents de l'opposition, à aller discuter sur la Constitution et quelle Constitution pour la Syrie future, et c'est très amusant, et ça dépense beaucoup d'argent. Il vaut mieux peut-être acheter des derniers alimentaires pour le peuple syrien plutôt que d'aller à Genève, où maintenant ils ont dit qu'ils vont se réunir via Zoom comme nous maintenant. Peut-être ça va empêcher certains à y assister parce que l'attraction de Genève était beaucoup plus importante que le contenu des conversations. La loi César, Salam, elle intervient aussi à un moment où tu en as déjà parlé très rapidement, où certains acteurs, et notamment des bailleurs internationaux, se préparent dans les coulisses pour la reconstruction de la Syrie. Cette idée de reconstruction, paraît-elle finalement, compte tenu du contexte actuel dans lequel la Syrie se trouve, un peu farfelue? Oui, la reconstruction, comme je viens de te dire, c'est une reconstruction matérielle et immatérielle. C'est une reconstruction qui touche la société, qui engage la société. Il n'y a jamais eu une opération de reconstitution qui a été réalisée d'une manière successive,
réussite sans l'implication de la société locale, des sociétés locales. Une constitution, une reconstruction comme ça, c'est une volonté de rebâtir certains quartiers et notamment remplacer, c'est le biais de la reconstruction dans la définition autoritaire du terme, qu'on déplace la population. Tous les faubourgs de Damas ont été complètement démolis et à leur place va sortir des centres commerciaux, ce qu'ils appellent très américanement les malls, et des résidences pour riches. Et cette population pauvre qui a été poussée à l'exil, elle ne reverra jamais, plus jamais, ces petites villes ou ces petites localités. Et c'est là où je peux dire aussi que ce n'est pas du tout dans l'intérêt du régime que les réfugiés qui dépassent le chiffre de 7 millions qui se trouvent à l'extérieur de la Syrie retournent en Syrie. Parce que même le président syrien, il a dit, il est vrai que nous avons perdu 500 000 morts, il y a 7 millions qui ont quitté le pays, mais au moins maintenant, nous avons une société homogène et saine. Cette phrase, société homogène, et toi, tu dois être plus touché que d'autres par cette phrase. La dernière fois, elle a été prononcée dans le temps moderne, c'était par Hitler en 1933, quand il a parlé de société homogène et saine. Et effectivement, tout a été fait pour arriver à cela. Donc, une reconstruction, si il y a une contribution européenne qui va être un petit peu bloquée maintenant avec la loi César, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire participer avec le pouvoir au changement démographique en Syrie, à la pérennité de la question humanitaire des réfugiés. Et c'est là où les Européens ne doivent plus bloquer les réfugiés d'arriver sur leur territoire parce qu'ils ne leur laissent aucun espoir de retourner dans leur pays d'origine et contribuent à cette industrie d'expulsion. Très bien. Avant d'ouvrir aux questions des spectateurs et spectatrices, j'aimerais te poser une dernière question, puisque nous avons abordé les réactions internationales, nous avons analysé aussi un peu les conséquences de la loi César pour la Syrie, donc sur le plan national, mais il y a un intermédiaire entre les deux qui est le plan régional. On sait que la loi César aura probablement des répercussions fortes, notamment au Liban, pays voisin de la Syrie. C'est un pays qui souffre déjà depuis longtemps de mobilisation également. Il a été depuis longtemps aussi dans la lumière des autorités américaines, puisque pour le régime syrien, le Liban a été pendant longtemps la base arrière pour ses activités de blanchiment d'argent. Mais cette loi César risque aujourd'hui d'aggraver cette situation économique qui vit le Liban et qui risque effectivement de conduire aussi ce pays-là déjà en révolte vers des tensions encore plus exacerbées. On peut donc se demander quel serait l'impact d'une aggravation de la situation économique libanaise sur la Syrie, sachant que, tu l'as dit très justement, il y a beaucoup de Syriens réfugiés au Liban et il y a également encore beaucoup d'ONG qui aujourd'hui opèrent depuis le Liban. Donc, quel impact aura cette loi pour ces gens ? Ce n'est pas seulement le Liban dans la région qui va être impacté par la loi. Il y a la Jordanie, il y a l'Irak. On a dit l'Iran, peut-être positivement la Turquie. Bon, le Liban, il y a de moins en moins d'ONG syriens qui œuvrent au Liban. Ils ont été muselés, ils ont été contrôlés, ils ont été fermés, la majorité. Parce que l'État libanais, pour ne pas dire qu'il œuvre pour les intérêts du pouvoir syrien, il évite d'avoir des
des gens qui dérangent ce pouvoir, même pas un travail humanitaire, même pas un travail de solidarité sur des questions qui n'ont rien à voir avec l'activisme politique. Ainsi, il faut souligner la présence des capitaux syriens au Liban, qui constituaient une bonne partie des réserves des banques libanaises. Et il faut remonter dans l'histoire parce que quand on regarde de près les banques libanaises privées, on voit beaucoup dans leurs membres fondateurs des Syriens. Parce que les Syriens, depuis les années 50, 60, quand il y a eu les nationalisations et le socialisme qui a nationalisé le secteur bancaire et le secteur industriel et autres secteurs, il y a beaucoup de Syriens qui sont partis au Liban créer des banques. Il y a les Abaji, il y a les Sikias, il y a d'autres familles, grandes familles dans les banques les plus connues au Liban. Aussi, ces gens-là, ils ont gardé leur networking en Syrie, leur réseau en Syrie, pour attirer l'argent de la bourgeoisie syrienne, mais pas seulement parce que la bourgeoisie syrienne, elle s'est mutée au fur et à mesure de l'adaptation avec le régime totalitaire pour devenir une bourgeoisie une mélange extraordinaire, une salade russe. Et là, ça tombe très bien parce que c'est une vraie salade russe entre une bourgeoisie anciennement nationale qui est devenue purement parasitaire, associée avec le pouvoir, qui trafique ses gains et ses capitaux à l'extérieur de la Syrie. Elle a investi en Syrie que peu de ce qu'elle gagne de la Syrie même, avec l'aval du pouvoir, avec l'accord du pouvoir, parce qu'il est associé à toute cette machine. Et ça passait par les banques libanaises. Maintenant, tous ces capitaux ont perdu 75% de leur valeur. Ça, c'est très important aussi. C'est bien avant la loi César. Le déclin de l'économie libanaise à cause d'une corruption endémique, à cause d'une gestion catastrophique, à cause de tout ce qu'ils savent nos amis libanais concernant la gestion de leur pays depuis la défaite de la révolution du Cèdre après l'assassinat de Rafiq Hariri. Et maintenant, il y a la loi César qui rajoute à cela. Ça ne va pas être à l'origine. Le dollar américain, la livre libanaise, aujourd'hui, elle se vend à 7000. Le dollar vaut 7000 livres libanaises. La loi César n'est pas encore été appliquée. Maintenant, bien entendu, l'impact va être très fort sur le Liban, notamment si il va y avoir une continuité dans cette politique suicidaire de certains partis libanais qui veulent mener le pays vers. Aussi la Jordanie qui a commencé à envoyer des messages elle a commencé à draguer un peu le pouvoir syrien pour revenir sur le marché syrien en se disant, voilà, c'est une bonne opportunité, tout le monde abandonne la Syrie, nous, les gens du Golfe vont passer par nous, par la Jordanie, pour faire blanchir leur argent et travailler en Syrie sous bannière des sociétés jordaniennes. Maintenant, ils vont réfléchir à 3 reprises avant de le faire. Il y a l'Irak aussi, l'Irak qui, malgré tout ce qu'il a subi du pouvoir syrien durant des années, le terrorisme qui a été développé pour déstabiliser le régime irakien depuis la défaite de Saddam Hussein jusqu'à nos jours, l'Irak aussi profitait beaucoup des relations privilégiées qui lui ont été imposées par l'Iran pour avoir en Syrie. Et il va avoir aussi à souffrir suite à l'application des lois César, si ces lois vont être appliquées. Toujours, ça dépend d'une volonté présidentielle et le président peut les suspendre à n'importe quel moment à condition qu'il présente au Congrès américain les causes légitimes, entre guillemets, pour leur suspension. Merci beaucoup, Salam, pour avoir répondu à ces questions. Je passe maintenant aux questions qui viennent de nos spectateurs. Et là, il y a une première question qui vient de Facebook. Il y a une personne qui nous demande si on pense que la Russie va sacrifier Assad pour établir un accord avec les États-Unis après la loi César.
Sacrifier Assad. Bon, ils l'ont déjà sacrifié. La façon avec laquelle ils le traitent, c'est. Bon, la Russie, elle a eu plusieurs opportunités de traiter avec les autres sur le dos de la Syrie et des Syriens. La Russie, je crois que la Russie n'est pas pressée ni de sacrifier qui que ce soit, ni de changer dans son attitude. Parce que la Russie, elle avance 5 mètres et les gens reculent 10 mètres. Alors, l'espace est ouvert à la Russie. La Russie est presque... on cherche presque à avoir son accord ou sa bonne volonté pour entamer quoi que ce soit dans la région. Maintenant, la Russie est alliée avec la France en Libye. Ils soutiennent tous les deux le putschiste Haftar. Et ça ne dérange en aucun cas l'administration française. Les Français ne trouvent en cela aucune contradiction. Au contraire, peut-être. Alors, je crois que la Russie, tant qu'elle gagne, tant qu'elle obtient ce qu'elle veut, elle n'est pas du tout pressée. Mais il se peut qu'à un moment donné, elle pense qu'il est temps de faire des changements, mais ça va être très difficile parce qu'elle n'est pas seule acteur sur la scène. N'oublions toujours pas qu'il y a l'Iran. L'implication de la Russie en Syrie n'est pas seule sur la scène. Il y a l'Iran. Et l'implication de l'Iran, elle est beaucoup plus attachée à des questions idéologiques et des questions d'hégémonie régionale et d'étendue régionale que la Russie. La Russie, elle a des intérêts précis. Elle veut régler des comptes avec l'Occident. Elle veut revenir sur la scène internationale. Elle a tout obtenu. Pour l'instant, la Russie, elle a gagné sur tous les fronts. Sauf économique peut-être, mais vu qu'il y a une similitude entre le régime russe et le régime syrien, que Poutine, là, il va faire voter une nouvelle constitution pour rester au pouvoir jusqu'en 2034. Vladimir Poutine, qui est au pouvoir depuis 20 ans, il va rester encore 14 ans au pouvoir. Alors, ce sont des régimes qui croient qu'eux, ils sont éternels et que les autres changent. Et ils ont toujours joué avec le temps. La Corée du Nord, la Syrie des Assad, Saddam Hussein, il croyait que l'Irak lui appartient et il était éternel. Pareil pour Poutine. Donc, c'est les autres qui changent. Et effectivement, les autres changent. Parce qu'il y a des élections en France bientôt, en 2 ans. Il y a des élections, même en Turquie, il y a des élections, figurez-vous. Et aux États-Unis, il y a des élections dans 5 mois. Alors, ces dirigeants éternels, où ils se croient éternels, ils pensent que l'autre change et eux, ils vont demeurer. Justement, on a beaucoup parlé de l'Iran et de la Russie, et là, à l'instant, tu mentionnais aussi la Turquie. Comment elle se positionne aujourd'hui après la loi CESOA soit passée? La Turquie, maintenant, elle a une politique. J'invite nos internautes à revisionner l'intervention de notre ami Bayram Balci, qui est sur notre site, qui a parlé de la politique étrangère de la Turquie à l'ombre de la pandémie du Covid-19. La Turquie, elle traverse une période assez difficile parce qu'elle est en conflit avec presque tout son entourage. Il y a 2 jours, il y a une incursion militaire turque inexplicable en Grèce qui s'est achevée pacifiquement, heureusement. Il y a aussi l'implication explicable en Libye pour soutenir le pouvoir de Tripoli contre le putschiste Haftar. Parce que c'est quand même assez intéressant de voir que ici on parle en France, alors je parle de l'attitude française, quand on dit qu'il faut que la Turquie arrête de s'ingérer dans les affaires politiques libyennes. Comme si la Turquie, c'est le premier pouvoir qui s'est ingéré dans la scène intérieure libyenne. Après les Émirats, l'Égypte, la France, l'Italie, les États-Unis, la Russie, là, maintenant, ça bloque à l'égard de la Turquie. Bon, par contre, ce qui est possible maintenant, c'est que la Turquie arrive à trouver une solution avec la Russie sur la scène libyenne contre un marchandage qui est très réussi souvent par les Russes. C'est-à-dire, vous abandonnez vos intérêts à Idlib, dans le nord de la Syrie.
C'est un scénario, hein, ce n'est pas du tout quelque chose acté, mais il est fort possible que pour la Libye, que la scène libyenne va amener la Turquie à s'engager moins en Syrie, à part la zone kurde qui représente pour elle une question de sécurité nationale. Merci beaucoup, Salam. On a eu aussi pas mal de questions sur la société civile syrienne. Il y a des internautes qui souhaiteraient savoir quel serait concrètement l'impact de la loi César sur la société civile syrienne, aussi bien à l'intérieur de la Syrie qu'à l'extérieur. Et si tu penses que, puisqu'on en a parlé, il y a des organisations de la société civile syrienne qui ont collaboré avec l'administration américaine pour écrire la loi César, si aujourd'hui il y a une espèce de société civile syrienne globale qui pourrait émerger suite à cela. Ben, la question de la société civile syrienne, c'est très compliqué parce que la Syrie, durant des décennies, n'a pas connu une vraie société civile. L'espace public a été confisqué. Il y a eu une fausse société civile représentée par les gongos, les organisations du pouvoir, qui travaillaient sous l'égide du pouvoir, certaines d'entre elles ont fait du travail correct des fois. Ça dépend dans le secteur du développement rural, dans le secteur de la culture peut-être des fois. Mais aussi, il y a une société civile qui a émergé en exil, notamment en Turquie et au Liban. Au Liban, de moins en moins, mais en Turquie, elle est toujours là, la société civile syrienne, les ONG syriennes. Ils font un travail remarquable, avec tout ce qu'on peut leur reprocher comme critique. C'est normal parce que c'est un secteur très peu connu par les Syriens. Ils n'ont jamais expérimenté ce champ-là. Ils pataugent des fois, mais ils arrivent toujours à faire du bon travail. Et c'est grâce à eux que la population, par exemple, dans le nord de la Syrie maintenant, maintient. Sinon, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'organisation internationale, il n'y a que la société civile syrienne. Et aussi, durant les 9 dernières années, il y a une nouvelle société civile qui a émergé à l'intérieur des zones contrôlées par le pouvoir. Il ne faut pas cela toujours les stigmatiser et les jeter avec l'ensemble de ce qu'on refuse comme étant venant de l'intérieur des zones contrôlées par le pouvoir. C'est vrai qu'ils travaillent dans la peur, ils travaillent sous surveillance, mais ils font un travail très important dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'aide humanitaire. La société civile qui a aidé, comme tu viens de dire, ou collaboré à la promulgation de cette loi, je ne pense pas que c'est vraiment la société civile comme je la définis. Ce ne sont pas des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine de la diffusion de la connaissance, de l'éducation aux droits de l'homme, les droits des femmes. Mais il y a quelques groupes de la diaspora syrienne qui sont constitués en société civile, en ONG aux États-Unis, qui ont œuvré avec l'administration pour arriver à cette loi. Alors, ce sont de la société civile aussi, mais ils ne vont pas remplacer la vraie société civile qui est sur le terrain, s'il n'est pas sur le terrain physiquement, elle l'est sur le terrain virtuellement, et elle aide beaucoup dans la diffusion des informations. Les médias alternatifs, c'est très important, ça s'est développé énormément ces dernières années, et tous ces gens-là, ils n'ont jamais eu à avoir affaire avec la loi César. Ils ont eu affaire avec les exactions. Ils travaillent maintenant pour poursuivre les criminels de guerre. Ils rassemblent les documents. Et c'est là où la loi renforce un petit peu ce rôle, parce que dans la loi, il y a des articles qui stipulent qu'il faut que la loi aide, l'administration américaine va aider les sociétés civiles qui documentent les violations, qui documentent les dérives, à faire mieux leur travail, à tracer mieux les crimes, à avoir une traçabilité beaucoup plus professionnelle qu'auparavant. Et ça, peut-être, c'est un point positif. Merci à toi, Salam. Il y a une question qui est fait un peu suite à ce que tu viens d'exposer.
Il y a un internaute qui nous demande aussi comment on peut expliquer la récente rencontre du diplomate russe Mikhail Bogdanov et l'imam et l'ancien président de la coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution, Moaz Al-Khatib à Doha. Ben, c'est une rencontre, il a rencontré tout le monde, Bogdanov. Il rencontre tout le monde. Il a rencontré tous les chefs de l'opposition syrienne. Les Russes, ils font dans la diplomatie aussi. Les Russes, pour certains, c'est une force d'occupation, c'est un ennemi qui a massacré, qui a tué, mais quand même, ils savent gérer une diplomatie. Ils savent parler aux uns et aux autres, tout en imposant leur diktat à la fin, tout en étant cyniques. Mais ils sont francs. Ils sont francs dans le sens, ils disent que, par exemple, moi j'ai entendu que Alep allait avoir le destin de Grozny par la bouche d'un diplomate russe. Il le disait très cyniquement, mais avec un grand sourire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il m'annonçait que Alep va être détruite à l'instar de Grozny, mais elle va être reconstruite à l'instar aussi de Grozny. Et pour eux, c'est presque de la charité ce qu'ils font, ou ils croient qu'ils sont en train de faire. Et ils croient aussi qu'ils font payer le prix le plus élevé à tous les gens qui les ont contredits, qui ont œuvré contre eux, qui ont bloqué leur avancée dans la région. Alors Bogdanov qui discute avec Moaz Al-Khatib, ça, pour moi, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas exceptionnel. Et aussi, il y a des gens au sein de l'opposition, vu la tuerie et vu la misère dans laquelle le peuple syrien vit depuis, j'allais dire, 5 décennies, mais là, surtout les dernières 10 années, ils se disent peut-être on trouve une situation médiane. Il y a des gens qui croient encore qu'il y a une solution médiane. Ce qui est pour moi impossible. Mais il y a des gens qui croient encore et je respecte leurs croyances. Merci Salam. Une question encore d'un spectateur qui souhaiterait savoir, puisque tu en as parlé dans ton exposé tout à l'heure, que parfois les États arrivent très bien à détourner finalement les stratégies de sanctions en les transformant finalement à leur bénéfice. Donc, quelles sont les stratégies dont peuvent disposer les États pour faire cela concrètement? Par la complicité de certains États qui sont censés appliquer les sanctions, mais qui ne les appliquent pas. Comme j'ai parlé de l'Union européenne, qui n'est pas une union, au niveau des affaires étrangères, au moins. Au niveau de la politique agricole, oui, mais au niveau des affaires étrangères, vous avez la Tchéquie, vous avez la Hongrie, vous avez la Pologne, vous avez la Bulgarie, vous avez la Roumanie, et j'en passe. Pour ne pas parler du Chypre et un peu de Grèce, qui n'ont jamais appliqué les sanctions décrétées par Bruxelles. Donc, c'est un moyen très efficace pour contourner. Il y a ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les sociétés écrans. C'est une pratique très, très développée par les Russes et les Iraniens. Les Iraniens, ils ont des sociétés écrans, que ce soit en Turquie ou à Dubaï ou en Asie, extrême Asie, qui offrent pour eux et ça fait passer leurs ventes de pétrole qui sont censées ne pas être réalisées. Alors, il y a aussi la corruption internationale. La corruption internationale qui aide. Des fois, il y a des banques qui ont été impliquées dans la corruption internationale, qui ont été sanctionnées, mais je vais dire des siècles après, mais quelques décennies après avoir accumulé des gains énormes. Il y a plusieurs méthodes. Vous savez, ce sont des gens qui sont développés dans l'interdit, qui sont développés dans les sanctions, qui sont développés dans l'hostilité. Alors, ils savent comment s'adapter. Moi, je ne sais pas comment le faire parce que malheureusement ou heureusement, je me suis élevé dans un climat relativement sain. Mais eux, non, tout ce qui est sain, c'est pour eux exceptionnel, c'est pour eux quelque chose de dérangeant parce qu'il faut gérer, il faut réfléchir à trouver des solutions. Mais pour tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal, ils savent faire.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le risque que le gouvernement syrien ou le régime de Bachar el-Assad détourne aussi des fonds de l'aide internationale, puisque dans la loi César, c'est inscrit que cette loi ne touchera pas à l'aide humanitaire qui est censée de servir finalement des associations œuvrant en Syrie. Mais dans quelle mesure est-ce que ça sera possible? Mais ils le font déjà, ils l'ont déjà fait durant des années, même avec l'aide humanitaire des Nations Unies. Ils l'ont contourné avec l'aval des Nations Unies. Et quand vous discutez avec les fonctionnaires onusiens qui vous disent oui, mais si il y a 10 millions qui vont dans leur poche et 1 million qui va dans l'aide humanitaire, tant mieux. C'est ça leur logique. L'aide humanitaire a été contournée vers une fausse organisation de la société civile qui s'appelait Al-Bustan. Al-Bustan, qui à sa tête était Rami Makhlouf, le cousin du président, qui vient d'être dénigré par la famille, mais qui était leur écran économique durant des années et des années. Et Al-Bustan, ce n'est pas seulement une ONG, c'est aussi une milice. Alors les Nations Unies ont financé une milice qui était impliquée dans la tuerie en Syrie. Donc les Nations Unies savent qu'est-ce qu'ils font. D'autres pays aussi européens savent que leur aide échappe au contrôle. La Suisse, c'est un exemple extraordinaire. Ils ont envoyé des ambulances en demandant au régime syrien d'acheminer la moitié de ces ambulances dans la zone qu'il ne contrôle pas. Et le régime, il a dit oui, bien sûr, ces ambulances, ils ont atterri dans le port contrôlé par le régime. Et il paraît que le régime s'est engagé à envoyer la moitié de ces ambulances pour les casques blancs. Vous voyez, ce sont des États qui réfléchissent, qui sont intelligents relativement, qui ont quand même des montres qui marchent très très bien, des horloges qui marchent très bien, mais qui croient que l'engagement du régime à envoyer la moitié des ambulances au casque blanc va être respecté. Il faut rêver quand même. Il y a aussi un intervenant qui nous pose la question, encore une fois, sur la société civile surtout syrienne à l'extérieur, puisque il y a effectivement beaucoup d'organisations qui travaillent sur la documentation des crimes et aussi dans le domaine de la justice. Et l'internaute souhaiterait savoir si la loi César peut renforcer cette loi et ces associations ou pas du tout. Il est censé les renforcer, il est censé les aider à accumuler encore des preuves. Et il y a des gens qui représentent ces associations qui croient parfaitement à la loi César, qui croient que c'est la solution miracle. À voir, à voir. Mais vous savez, pour revenir sur les photos de César, les photos de César n'ont pas été révélées qu'à partir du moment où ils ont été documentés, vérifiés par des juges internationaux expérimentés dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, bien avant que, comme le prétend l'administration américaine, que c'est les FBI qui les ont vérifiés. Non, non, ça a été vérifié par des experts dans la criminalité, des avocats très reconnus qui ont participé au procès de Sierra Leone, aux différents Libéria et d'autres, bien avant que ça arrive dans les zones territoriales américaines. Alors les Américains, il ne faut pas non plus qu'ils prétendent qu'ils ont inventé l'atome maintenant. Une question encore aussi sur peut-être la position des États-Unis justement et cette loi César donc promulguée le 17 juin dernier. Il y a un internaute qui nous demande si cette loi-là ne peut pas se comparer aux lignes rouges qu'avait Obama à l'époque, si ce n'est pas quelque part
on pourrait presque dire une chirurgie cosmétique quelque part qui viserait plutôt à légitimer le régime en place en Syrie plutôt que de servir au fond la question de la société civile. Voilà, je pense que c'est un sujet qu'on a déjà abordé brièvement dans notre débat, mais peut-être tu pourras revenir sur certains points clés. Non, je ne crois pas qu'il n'y a pas de similitude entre les lignes de M. Obama et la loi César. C'est une loi qui est claire, où il y a des choses, des phrases claires. Bon, il y a des choses qui font rire, par exemple, sanctionner la quatrième division, mais elle est où cette quatrième division? C'est-à-dire, quand tu sanctionnes une entité qui n'a pas de compte bancaire, qui n'a pas d'existence physique quelque part dans un quartier, c'est vraiment pour remplir un peu la liste. Mais après, c'est une loi, si l'administration, si le président américain veut l'appliquer, elle est complètement efficace dans les limites de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, elle va affecter beaucoup la population civile, mais elle va aussi affecter tous ceux qui croient pouvoir investir avec le régime. Et elle va peut-être affecter un petit peu le régime avant de trouver la solution efficace pour les contourner. Parce que ça va prendre quelques temps, un peu de rodage, de savoir. Ils ont le savoir-faire, mais il faut le réadapter, le mettre à jour et voir comment s'échapper à cela. Alors, je ne la compare en aucun cas avec. Ce n'est pas les poudres aux yeux, ça peut être les poudres aux yeux si on la garde dans les tiroirs, si on ne l'applique pas, si on continue à dire que ce n'est pas le moment, ou si on trouve une solution avec la Russie, que la Russie arrive à convaincre Trump, comme les relations sont un peu ambiguës entre le Kremlin et Trump depuis son élection. On ne sait pas qu'est-ce que la Russie peut faire pour dissuader Trump d'appliquer réellement les sanctions. Une question qui vient de nous parvenir, qui demande comment tu évalues l'impact de la loi César sur l'échiquier libyen ou bien sur la problématique d'annexion en Palestine. Est-ce que ça a des impacts ou pas du tout? Il y a quelques interprétations de la loi César, comme c'est une loi qui donne au président 5 ans, et la date de 5 ans d'application. Il peut l'arrêter quand il veut, il peut la suspendre, il peut l'arrêter complètement. Et au bout de 5 ans, elle prend fin, il faut la renouveler par une autre loi. Il paraît que aussi quand elle parle du démantèlement des armes chimiques, du démantèlement des armes de destruction massive et tout ça, elle évoque indirectement la question de la paix désirée avec Israël par les Américains, c'est-à-dire imposer une paix injuste avec les Israéliens. Mais là, ça nous amène à discuter vraiment la vérité de cette opposition ou de cette attitude du régime syrien à se prétendre être face à l'occupation israélienne, à savoir que les territoires n'ont pas été menacés par les frontières syriennes depuis 1974, depuis l'armistice qui a été signé sous l'égide de Henry Kissinger, et que la Russie ainsi qu'Israël se mettent d'accord chaque fois que l'Israël veut bombarder sur le sol syrien des bases iraniennes ou des bases de Hezbollah, avec l'accord de la Russie. C'est très compliqué d'analyser maintenant les relations entre le régime syrien et Israël, mais ce n'est pas l'image qu'on donne dans les médias officiels, que nous sommes le seul pays qui résiste encore contre l'occupation israélienne, loin de ce régime de remplir ses tâches. Mais ça aide beaucoup à convaincre certains pavloviens au sein de la gauche arabe et la gauche européenne que ce régime est le dernier rempart contre les ambitions d'hégémonie et d'extension de la colonisation de l'État d'Israël. Mais ce n'est pas vrai et tout le monde le savent, et même ceux qui y croient le savent, mais ils ne veulent pas l'admettre. Ça, c'est notre sujet. Les relations avec la Libye
la loi César. Maintenant, les États-Unis poussent tous les belligérants en Libye à se mettre autour d'une table de négociation, à savoir que la négociation en Libye a eu lieu et a donné lieu aux accords de Skhirat, que le maréchal Haftar ne respecte pas, que la France ne respecte pas, que les Émirats ne respectent pas et l'Égypte ne respecte pas. Ben maintenant, apparemment, les États-Unis veulent intervenir à nouveau, mais dans un rôle politique pour amener tous les acteurs de la scène libyenne à renégocier une solution politique. Mais la loi César n'affectera pas du tout l'attitude américaine en Libye, ni autre chose. Par Israël, il est vrai qu'il y a des interprétations qui mènent à croire que dans la loi César, il y a la volonté que la Syrie aussi, pas seulement cesse de réprimer son peuple, le pouvoir syrien cesse de réprimer son peuple, mais aussi entame une politique régionale différente. Ça veut dire ce que ça veut dire. Merci Salam. Je reviens sur la question justement de la politique régionale puisque nous avons eu une question d'une spectatrice qui souhaiterait savoir comment les autres pays arabes et surtout les pays du Golfe voient le fait que l'Iran s'immisce, et non seulement l'Iran, mais aussi le Hezbollah libanais, s'immisce en Syrie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une division claire entre des pays qu'on pourrait catégoriser plutôt pro-régime et anti-régime, ou est-ce que c'est beaucoup plus nuancé? C'est plus nuancé et les pays du Golfe maintenant, ils ont adopté, notamment les Émirats, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, ils ont adopté parfaitement la contre-révolution arabe. C'est-à-dire même ceux qui ont prétendu à un moment donné soutenir les révolutions arabes, notamment les Émirats et l'Arabie Saoudite, leur soutien était limité à renforcer la face armée de ce soulèvement pour donner le mauvais exemple à leur population et pour donner le mauvais sort au développement d'un soulèvement qui était censé rester pacifique. C'est-à-dire injecter de l'argent et des armes pour pousser les gens à en faire usage et faire cette catastrophe qui était inévitable, parce que le régime, quand même, quand il bombarde massivement, quand il utilise des chars contre des manifestants, il faut être vraiment... Même Gandhi, il aurait pris son pistolet et sorti dans la rue. Mais bon, cela a été encouragé aussi. Alors cet encouragement, pour certains, il a été interprété comme soutien à la révolte arabe. Ce n'était pas le cas, c'était vraiment pour falsifier, pour fausser l'image utopique d'un changement politique exigé par toute la population arabe pour ne pas donner le mauvais exemple à leur population. Il y a aussi les relations conflictuelles avec l'Iran, à savoir que ce sont des relations conflictuelles, par exemple, en Yémen, mais il faut savoir aussi que les investissements iraniens et l'argent iranien font tourner une ville comme Dubaï, par excellence. Alors, il y a des contradictions et des paradoxes que moi, je suis incapable d'expliquer en petit laps de temps. Mais aussi, maintenant, ils ont affiché clairement leur attitude par rapport à la révolte arabe, en soutenant Sisi, en soutenant Haftar. Ils ont affiché aussi leur attitude à l'égard d'Israël. Ils ne veulent même pas seulement normaliser les relations avec Israël, mais ils critiquent tous ceux qui ne veulent pas faire de même. Et aussi, ils ont perdu à tous les niveaux au Yémen, au prix de centaines, voire de dizaines de milliers de morts de peuples yéménites de tous bords. Et ils sont en conflit entre eux, l'Arabie Saoudite et les Émirats, au même Yémen. Alors, il n'y a pas seulement le conflit qui les regroupe contre l'Iran, mais entre eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, c'est une gestion chaotique de leurs relations internationales. Et ils croyaient à un moment donné, et ça marchait peut-être pour certains, qu'avec l'argent, tout est possible, tout est faisable. Mais maintenant, avec la crise économique qui les touche plus fort que les autres, je crois qu'ils vont réfléchir
plus profondément, plus sagement, à arrêter cette politique de disperser et la situation chaotique dans toutes les zones où il intervient. Merci beaucoup, Salam. Il est 19h50 et j'ai une dernière question pour toi. Tout simplement, comment vois-tu le futur de la Syrie compte tenu aussi des changements stratégiques qui pourraient intervenir à la suite, tu en as déjà parlé, des élections présidentielles américaines, mais aussi par rapport aux élections présidentielles qui se préparent en Iran pour 2021. Comment vois-tu la Syrie dans le futur? Ben, moi, je suis pessimiste, comme disait Emile Habibi. Je suis ni optimiste ni pessimiste. J'espère ne pas être pessimiste vraiment, mais je le suis des fois beaucoup plus que optimiste. Je crois que les élections en Iran ne changeront rien. Parce que comme je parlais des pouvoirs éternels, l'Iran faisait partie aussi, mais je ne l'ai pas mentionné, parce que l'Iran, il élit ses présidents changent, mais il y a le wilayat al-faqih qui ne change pas, qui domine même toute la région, de l'Irak jusqu'au Liban, qui a des ambitions d'aller encore plus loin. Donc, l'Iran ne changera pas, même si Rouhani, par exemple, il n'est pas connu pour être un radical, mais il ne peut rien faire quand il y a des pouvoirs parallèles autour de lui et devant lui et derrière lui. Nijad, qui était censé être le plus radical, n'a pas changé non plus. C'est-à-dire la politique entre Nijad et Rouhani n'a pas changé d'un iota. Alors, c'est pas vraiment, je n'attends aucun changement au sein de la politique iranienne. Par contre, aux États-Unis, et c'est aussi paradoxal, le changement risque d'être néfaste pour ceux qui rêvent encore que la situation va changer réellement en Syrie. Le changement réel en Syrie ne se fera pas avec la loi César ni avec Trump, mais sûrement il ne se fera pas avec une administration de Biden qui va faire appel à des gens comme Robert Malley qui croient que traiter avec l'Iran, avec Bachar al-Assad, c'est beaucoup plus important que de traiter avec des gens qui sont des médecins et des ingénieurs qui ne savent rien à la politique, comme il a demandé à Obama de répéter souvent concernant l'opposition syrienne. Merci beaucoup, Salam, à toi pour ce panorama que tu nous as dressé autour de la question de la loi César. Merci aussi à nos spectateurs et spectatrices surtout de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec la professeure d'histoire d'Elizabeth Thompson qui va présenter son ouvrage « Comment l'Occident a volé la démocratie aux Arabes ». Merci encore à nos spectateurs de nous avoir été fidèles. Prenez soin de vous et à très bientôt.